Alors, bonjour tout le monde et bonjour à toi, Brian, invité surprise. Première fois que je fais ça sur ma chaîne et je suis très heureux de commencer par une grosse carte et de commencer avec toi pour une analyse de 4 combats. Ouais, mais merci en tout cas pour l'invitation et bonjour à tous et très heureux de pouvoir participer à ça, à cette vidéo, quoi. Alors, bon, le but, c'est vraiment d'analyser l'UFC 267, donc on va vite se plonger dedans. Juste pour ceux qui ne te connaissent pas, Brian Boulan, combattant professionnel, qui a 6, 7 combats au Cage Warriors. Euh, je sais plus. Beaucoup, beaucoup. Ouais, On va dire ça pas mal. beaucoup. Ancien challenger au titre, notamment du Cage Warriors. Malheureusement, perdu contre Ilia Topuria, Ouais, ouais, ouais. qui n'est pas n'importe qui. Non, Ok, non, non, du bon, tout, du tout. Gros, gros nom. on se plonge directement. On a prévu d'analyser 4 combats qui vraisemblablement sont les 4 combats qui intéressent le plus le public. Donc, on a les deux grosses hypes du moment dont tout le monde parle absolument, Shimaev et Makachev, qui rencontrent respectablement Li Jingliang et Dan Hooker, donc des beaux challenges, leur plus gros challenge de leur carrière qui arrive ce week-end. Et puis, on passera au combat, je pense, on est tous les deux d'accord là-dessus, le plus intéressant du week-end, Cory Sandhagen contre Piotr Jan pour la ceinture intérim, euh, enfin, du champion Aljamain Sterling. Et Mhm. on clôturera sur le main event entre deux gros vétérans du sport, Ouais. Glover Teixeira qui challenge la ceinture de Jan Blachowicz. Donc, on ne va pas confondre, hein. Il y a deux Jan sur la carte. Il y en a un, c'est son nom de famille. Il y en a un, c'est son prénom. Ok, Ouais. on va se lancer directement et j'aime bien commencer par ce combat parce que si je me souviens bien, sur ton Discord, tu avais fait une analyse en long et en large de Chimaev quand il était prévu contre Leon Edwards. Donc, si je ne me trompe pas, tu as une assez bonne connaissance non seulement de son parcours à l'UFC, qui au final est assez facile à décrire, mais tu avais aussi Ouais. observé quelques-uns de ses combats avant de débarquer à l'UFC. Et il Mhm. rencontre Li Jingliang qui est à l'UFC depuis un Pas petit mal de temps temps. et Ouais. qui a déjà affronté pas mal de beaux noms. Il a une victoire récente là contre Santiago Ponzinibbio qui était vraiment Mhm. impressionnante, même si c'est pas du tout le même style évidemment que Shimaev. Donc on va commencer tout simplement. Quel est ton read général sur ce combat? Alors, mon rythme général sur ce combat, donc déjà, je suis plutôt très heureux que l'UFC ait organisé ce type de combat qui va nous permettre réellement d'évaluer le niveau actuel de Khamzat Chimaev, car malgré le fait qu'il ait eu une opposition euh, de remplacement, etc., où on pourrait dire presque une faible opposition avec des combattants qui étaient peu préparés, je pense qu'il fait peur dans la catégorie et qu'il a clairement les capacités, les compétences de gravir très haut les échelons, quoi. Ouais. Donc là, c'est un combat qui est intéressant parce que c'est pas non plus un combat qui me semble inatteignable du tout pour Khamzat Chimaev. Donc ils lui ont trouvé un profil, un vrai combattant très expérimenté, beaucoup d'expérience. Donc, ils attendent que Khamzat Chimaev arrive bien préparé avec un bon game plan, parce que sinon, ça va aller droit dans le mur. Mais que normalement, s'il fait son taf de ce qu'on attend de lui, ça devrait, en tout cas, moi, c'est mon premier read, ça devrait passer relativement simplement, on va dire. Oui, ben, c'est à peu près mon read aussi. Et quand on regarde Jingliang, il est très durable, donc j'aime bien ça parce que ça va permettre de vraiment tester Shimaev probablement sur le long terme. Je veux dire, Li Jingliang, il s'est fait finaliser qu'une seule fois par soumission et ça remonte, si je regarde les stats, à son 14e combat professionnel, qui était son 4e combat à l'UFC, c'était en 2015. Il se fait soumettre dans le 3e round. Et depuis, il a quand même affronté des sacrés noms. On voit notamment Mhm. Eliseu Zaleski dos Santos qui combat contre Benoît Saint-Denis. Comme je le disais, Ponzinibbio. On a eu un combat en 3 rounds contre Neil Magny. Jake Matthews aussi. Euh, Contre le c'est un bon français, test parce qu'il est très durable. Il a une vraie ténacité, il est difficile à finaliser, il reste dans ses combats, il a une vraie expérience aussi.
Maintenant, je pense que ça reste un match-up favorable parce que quand on regarde là où le bas blesse le plus, je trouve, chez lui, c'est la takedown defense. Exactement, ouais, ouais, tout à fait. Et autant on a vu un Khamzat Chimaev, je trouve, relativement impressionnant dans son dernier combat contre Gerald Meerschaert. Je suis belge, je devrais savoir prononcer ça correctement. Meerschaert, voilà. Merskert. Il a eu de très bons déplacements en anglaise. Il a bien cadrer son adversaire et à sa première frappe, il touche, il l'envoie au tapis avec un one-punch knockout power. Donc, on sent quand même qu'il y a une réelle menace chez Khamzat Chimaev parce qu'il semble très complet, au-delà du fait que quand il est arrivé, on le considérait plutôt comme un lutteur. Il a montré qu'il avait une réelle capacité debout. Alors, Gérald Meerschaert, c'est pas Li Jingliang non plus debout, mais Tout je à pense fait. que là, c'est dans son intérêt de plutôt chercher à lutter. En tout cas, si on part du principe que il est là pour se la jouer stratégique et pas pour prouver un point. Je pense qu'il pourrait tenir debout, mais il prendrait des risques contre Jing Liang à rester debout. Mmh. Mais je pense que de toute façon, oui, clairement, debout, il a montré qu'il pouvait frapper fort. C'est pas son premier KO qu'il obtient. Je pense qu'il en avait obtenu un avant d'arriver à l'UFC aussi, contre du très bon niveau. Il en a Et deux TKO et un KO avant d'arriver à l'UFC, notamment un KO contre Ikram Alikserov, qui est effectivement un solide client, hein. 11 mmh, victoires, une mmh. défaite, et la seule défaite étant justement contre Khamzat Chimaev. Ouais, voilà. Donc c'est un gros intérêt, bah, pour lui d'avoir ce danger debout pour pouvoir après rentrer en lutte. Donc, je pense, enfin moi, je le vois partir, donc le menacer Li Jingliang en boxe, striking, mais rapidement descendre dans les jambes et faire un gros travail de pression, de riding, etc. Et puis, ouais, peut-être. Alors, est-ce que ça va être une décision? Comme tu dis, il est très durable, mais ouais, on pourrait avoir un finish aussi, je pense, tu vois, Moi, je me dirige effectivement vers avec un un Li. finish, hein. Ouais, je pense aussi plus peut-être deuxième, troisième, mais Ouais, parce qu'on a quand même un combattant en Chimaev qui reste à la recherche constante d'un finish au sol. Il a un style mm, qui est pas mm, là. Il a un excellent contrôle, c'est sûr, mais il n'est pas là pour juste contrôler. Il est là pour chaque fois avancer de position, chercher les frappes. On l'a vu notamment contre les deux, enfin le Gallois et l'Anglais. C'est John Phillips? Non, son début à ouais, l'UFC. Oui, John Phillips et Rhys Maki qui maintenant est retourné mm, au mm, Cage mm, Warriors. ouais, C'est pas des gros noms de l'UFC, mais ce qu'il leur a fait est vraiment impressionnant. Il a 3 combats à l'UFC. Khamzat, il a encaissé 4 coups au total. C'est ouais, assez impressionnant. Je pense que le seul qui a fait ça, c'est Demian Maia, qui, sur 3 combats d'affilée, avait encaissé que 5 frappes. Donc, je pense qu'il bat son record. C'est assez impressionnant. Et donc, on ressent aussi que au final, il a une pression telle que son adversaire est juste en train de survivre. C'est surtout ça qu'on ressent dans ces combats. ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc c'est pour ça qu'on peut s'attendre à voir. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il est monté aussi rapidement dans le classement, qu'on a une différence de niveau comme ça avec le bas du classement aussi visible. Mhm. Ouais, c'est pas étonnant qu'il monte directement, qu'on le voit dans le top 10, quoi, entre guillemets, hein. Ouais, et une question un peu subsidiaire, puisqu'il il combat dans 2 catégories, du coup. Il cherche les middleweight et il cherche les welterweight. Dans quelle catégorie tu le vois s'imposer davantage par rapport à son style, en sachant que, enfin, la question n'est pas anodine. Je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que welterweight est quand même plus talentueux que middleweight. Si on compare le numéro 10 et le numéro 10, voilà, Mhm. les noms qui ressortent, on sera plus en train de dire ouais, welterweight est quand même beaucoup plus chaud pour atteindre le top 10. Est-ce que c'est dans son intérêt de chercher plutôt à se construire en middleweight, selon toi, ou il a toutes les capacités Je, je pense qu'on a le profil un petit peu de type Nurmagomedov, et donc qui va, à mon sens, c'est pas tant sur le poids que ça va jouer, ça va pas être tant sur la vitesse de déplacement, mais vraiment plus sur le style de combattant qui fait que
ouais, je le vois bien évoluer sur les 2 catégories heu, sans trop de difficultés. Donc J'aime bien que tu Nurmagomedov, je l'aurais bien vu me passer à la caté au-dessus sans difficulté et heu et avec autant de succès, tu vois? Ouais, c'est bien que tu fasses la comparaison, enfin que tu sortes le nom de Khabib, parce que le combat d'après qu'on va analyser, on compare très souvent à tort, selon moi, Makhachev et Khabib. Ici, est-ce que tu trouves une similitude dans le jeu en lutte et en grappling entre Khamzat Chimaev et Nurmagomedov? Ah ouais, ouais, complètement, hein. Pour moi, c'est peut-être les profils les plus ressemblants. Ouais. Hem, alors, à la différence, donc Khamzat Chimaev a plus d'expérience en lutte libre, hein, alors que, Nurmagomedov était plutôt dans tout ce qui était lié au sambo. Ouais. On l'a vu au début de sa carrière, par exemple, sur les contrôles et cetera, où il n'était pas forcé il a eu beaucoup de pertes de takedown avec des mecs qui réussissaient à se relever, ce qui a été moins le cas, une fois qu'il a rejoint, l'American Top Team. Par contre, j'ai l'impression que Khamzat a un meilleur contrôle, beaucoup plus étouffant. Il s'est là, en tout cas, hein, sur le départ mais sinon, pour moi, c'est relativement similaire. Donc une boxe qui sert la lutte, une boxe qui est dangereuse, que tu ne peux pas, comment dire Négligé. ça? Négliger. Si tu la négliges, bah, tu tombes et une lutte complètement étouffante avec, une recherche de, heu, de dégâts, tout le temps, tout le temps, tout le temps, une sorte de pression constante au niveau du sol Ouais, et très, très peu d'espace. la comparaison est assez. Enfin, ce qu'on disait toujours de Khabib, c'est qu'il gagnait jamais ses rounds par 19. Il cherchait plutôt les Mmh. 18. Ouais, voilà, c'est Et je exactement pense que, ça. que Khamzat Chimaev se rapproche fort de ça. En tout cas, j'ai pas les Ouais. scorecards devant les yeux, mais c'est clair que contre John Phillips, il prend des 18, c'est sûr Mmh et mh, mmh. certain. Et si Rismaki sortait du premier round, c'était 3 minutes 9, donc il n'en était pas trop loin, on va dire. Il prenait aussi un beau 18, voire même un 17 dans les dents. Et donc là, le seul indicateur qui nous manque, c'est son cardio, son endurance. Est-ce qu'elle sera similaire à un Nurmagomedov qui peut tenir ce rythme-là pendant 5 rounds? Mhm. Heu, on va dire que si on se base uniquement sur son aspect physique, on pourrait se penser qu'effectivement ce soit un combattant, d'endurance et non pas d'explosivité et qui pourrait tenir sur des grosses périodes. Ouais, et Donc justement, il y a cette seule vraie inconnue, parce que je pense que unanimement, il y a un vrai consensus. Tout le monde est d'accord pour dire que Khamzat part large favori si on observe skill pour skill, même si c'est le plus gros challenge de loin dans la carrière de Khamzat. La seule vraie inconnue, c'est qu'il a failli mettre un terme à sa carrière quand il a pris le Covid, et qu'il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Donc, c'est vraiment ça le gros point d'interrogation, c'est qu'on n'a jamais vraiment eu de vraies indications sur sa capacité de tenir cette intensité sur 3 rounds. Et en plus de ça, il sort vraisemblablement d'un virus qui a porté défaut sur son cardio pendant plusieurs mois. mmh, mmh mh. Bon, là, ça va faire combien de temps? Bientôt 1 an, hein? Ben, je vais regarder, il a été super actif, hein. Il a les 2 victoires les plus rapides à l'UFC, si je ne me trompe pas, le Non, 6 non, juillet, le mais 26 juillet. depuis, son Covid, son annonce qu'il allait, mettre un terme à sa carrière et cetera, Oh, il y a eu un petit temps, effectivement. ça fait une bonne période. Donc je pense pas que, après ça reste compliqué parce qu'il y a quand même des études qui sortent sur les conséquences, cardio-pulmonaires liées au virus. Donc sur du long terme, je ne pense pas que ça va jouer là actuellement sur ses capacités pulmonaires. Je pense qu'il est revenu à 100. Oui, je pense qu'il y a Je une pense intelligence. que ce Ouais. Ouais, je pense que ce qui l'a inquiété clairement, c'est après sa convalescence et cetera, quand il s'est ressenti en forme, plus avec le virus, qu'il est retourné à l'entraînement, qu'il a peut-être fait 1 semaine, 2 semaines, qu'il s'est rendu compte que son son endurance pulmonaire, elle a peut-être été diminuée par 20 ou 30, hein, je sais pas, hein. Mais en tout cas, moi, pour, le alors que vacciné quand je l'ai eu, j'ai eu bien 10-15 de perdu en respiration cardiovasculaire, tu vois? Ouais. Et j'ai une forme, extrêmement bénigne. Donc on peut s'attendre à ce qu'il ait traversé une période de beaucoup de doutes
Mais je pense quand même qu'en l'espace de 6 mois, enfin, voilà, tout le corps humain est plutôt bien fait et je pense qu'il a récupéré ouais, ses capacités complètes. D'accord. Alors, on va essayer de clôturer sur nos. Mm. On va le faire en deux temps. Je vais d'abord te demander ton pronostic à toi. Pronostic pour moi, je le vois favori. Je le vois emporter ce combat de manière soit une décision avec contrôle au sol, des frappes, etc. Pourquoi pas un finish au, au deuxième, troisième. Hmm. Mais voilà, ce sera soit l'un, soit l'autre, je pense. Et puis bah, avec la possibilité quand même d'une petite surprise, d'une baisse de cardio au deuxième et d'un retour de Jing Liang, d'une mauvaise évaluation de. Enfin, il y a plein de facteurs, mais en tout cas, ce serait plutôt ça mon pronostic, quoi. Ouais, je te rejoins assez fort. Je pense qu'effectivement, Shimaev va pas vouloir rester debout contre Jing Liang. C'est pas le striker le plus dangereux de la catégorie, mais clairement, il a un bon pied-point, très crisp, très précis. Euh, donc ça reste dangereux. Il a démontré avoir ce knockout power, notamment sur son crochet avant. Donc je pense que c'est dans l'intérêt de Khamzat de rentrer directement dans sa zone de confort. Et comme je dis, Neil Magny, je pense qu'il a amené 4 ou 5 fois Jing Liang au sol. Il y a contrôlé. Et Neil Magny est un grand Ouais, technicien, mais il n'a pas la puissance ni l'expérience de Shimaev. Donc je pense qu'on se dirige vers une finalisation aussi. ouais. Fin Nordin du Taleb deuxième round. aussi. Nordin Taleb, je sais pas si tu as vu son combat, il l'a amené plein de fois au sol. Ouais, ouais, bah, Et je l'avais vu sur place. C'était mon tout premier UFC. C'était ah oui, voilà. à Halifax, au Canada. Je me souviens très bien. Et je pense en plus qu'il n'aura pas de pression à devoir boxer debout ou quoi que ce soit. Je pense que là, il a un combat où l'UFC lui dit clairement, mets-le au sol, va le taper, etc. Nous, on veut que tu gagnes. Donc, il va pas vouloir se mesurer ou devoir prouver qu'il est aussi bon debout qu'au sol, tu vois. Ouais, Donc, ouais, je pense que ça ira par là. parfait. Et ben, toute dernière question, du coup, est-ce que les codes de Paris te semblent normales? Alors, pour les codes de Paris, Je peux il y a regarder. plein de sites différents. Je suis sur le site de l'UFC. Je pense pas que ce soit le meilleur site de référence, bizarrement, pour ça, mais on annonce Khamzat Chimaev à moins 590 et Li Jingliang, qui est 11e de la catégorie, 11e contender, à plus 425. Donc, gros favori et gros underdog. Ouais, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas, hein. Il y a deux éléments. Le premier, c'est effectivement, bah, comme on a vu sur le plan de l'analyse, où on voit quand même, on est tous les deux d'accord pour voir Kamzat. Et puis, bah, tu as la hype aussi qui fait que tu as beaucoup de ces fans qui vont parier sur Kamzat Chimaev. Donc, ça fait monter beaucoup plus sa cote de pari. Ouais. Donc, non, à la base, j'aurais donné un 3 contre 1. Là, on est quasi sur 6 contre 1 et ça m'étonne pas vu la hype, quoi. Ouais, en fait, ça se trouve, j'aurais peut-être dû prendre un site où on voit à quel code ça a ouvert et puis vers où ça a évolué, parce que je te Ah oui. rejoins. Mhm. Euh, ouais, ça va être compliqué de Bon, trouver le après, je code. crois que c'est aussi de toute façon un peu corrigé en fonction de, des projections, hein. Si tu un mec que tu le mets à 3 contre 1, mais tu sais que tout le monde va vouloir parier dessus, tu le démarres à 5 contre 1, tu vois. Bien sûr. Donc, ouais, Bien sûr. Ouais, la hype rentre dans les codes de Paris de ouais, je base. pense. Ouais. Ok, eh ben, on va faire une courte pub et puis on repasse sur le combat suivant. Alors c'est marrant parce que quand j'ai 4 pubs, ben, nous on continue de parler, hein, c'est juste pour YouTube. Donc le combat suivant qui a un peu une dynamique, on va dire, comparable à certains niveaux. Islam Makhachev, grosse hype derrière lui, un peu un style, on va dire, comparable, où on le voit plutôt comme un lutteur, même s'il a des grosses capacités en pied-point, on va d'office y revenir. Et il fait face à quelqu'un qu'on va plutôt considérer comme clairement un striker, même si dernièrement il a montré des belles capacités en grappling, mais automatiquement pas comparable à la technicité que Islam Makhachev, dont Islam Makhachev fait preuve. Donc, je parle évidemment de son adversaire, Dan Hooker. Donc, toi, quand le combat a été annoncé, quelle a été ta première réaction? Quel a été ton premier read? Première réaction, bah, plutôt, ouais, on va dire du respect, ou enfin, je sais pas, vraiment de l'inspiration que me donne Dan Hooker, tu vois, Ouais, de prendre ce combat, d'être
un homme de challenge comme ça, d'enchaîner, etc. Je trouve ça très, très inspirant et j'aime beaucoup ce côté martial, ce côté sportif. Et puis pas forcément intrigué par ce match-up parce qu'on est clairement sur une opposition de style. Et en plus, avec un challenge qui est quand même très important pour Dan Hooker. Mais bon, après, je peux le comprendre. S'il gagne contre Makhachev, ça le remet dans les courses au titre, etc. Donc c'est un choix qui reste relativement intelligent, entre guillemets, pour Dan Hooker à prendre comme combat. Et surtout que voilà, je pense que même s'il perd, l'UFC restera très très indulgent avec lui pour le refaire démarrer et Ouais. repartir sur de bonnes bases. Oui, parce qu'il était dans une situation difficile, hein, dans le sens où il avait enchaîné la défaite contre Dustin Poirier, puis le KO contre Chandler, après avoir eu un Mhm. combat très difficile contre Paul Felder aussi. Mhm. Donc l'UFC intelligemment, ou son manager intelligemment, l'a un peu reconstruit contre Nasrat Akmarast, et il a fait un Mhm. combat stratégiquement vraiment très très Super, ouais. propre. Ouais. Et maintenant, il se permet justement de reprendre peut-être un risque où il n'a pas grand-chose à perdre, dans le sens où, comme tu le soulignes, s'il gagne, Mhm. il gagne vraiment beaucoup, il se rapproche très dangereusement du titre. Et Mhm. par contre, s'il perd, bon, ok, il serait sur 3 défaites sur ses 4 derniers combats, mais il faut noter que les 4 défaites, c'est Dustin Poirier sur une guerre assez serrée quand même, où il a Ouais, failli le ouais, tout à fait. finaliser. Mhm. Un KO qui, bon, c'est un gros upset qu'il a pris contre Michael Chandler. Je ne vais pas dire un upset parce que je crois que sur papier, c'était serré, mais KO au premier round, peu de gens s'y attendaient quand même. Mhm. Et puis là, ce serait contre Islam Makhachev. Évidemment, on le verra par la suite, mais c'est le plus gros favori de la fight card. Ah oui. Ouais, c'est très chaud. Moi, Mhm. je t'avoue que quand le combat a été annoncé, ma première réaction, c'était difficile pour Hooker. Oui, tout à fait. Mais en fait, on va parler des cotes de Paris maintenant. Ouais, ça va. Moins 650 pour Islam Makhachev et plus 460 pour Dan Hooker. Donc, c'est pire que Jing Liang contre Shimaev. Mhm. Ce qui, moi, me semble assez choquant. Enfin, Ouais, je suis assez d'accord, moi. je suis aligné avec le fait que Makhachev soit favori dans ce Favori, combat. clairement, Mais je clairement. crois que Dan Hooker représente quand même des choses qui sont dangereuses pour Makhachev. On Mhm. n'a jamais vu. C'est un peu la critique qu'on donne à Makhachev. Après, c'est la même chose pour Shimaev, mais Makhachev, on l'a jamais vu contre un gros niveau. Le plus gros niveau qu'il a affronté, c'est Thiago Moises. Ok, il le domine, mais il s'est fait quelques frayeurs quand même dans le deuxième round. Mhm. On n'a jamais vu un Islam Makhachev contre quelqu'un qui a la longe et l'expérience en pied-point de Dan Hooker. Et Dan Tout Hooker à a quand fait. même il a un peu cette durabilité. Bon, il s'est fait mettre KO contre Chandler, certes, mais son combat contre Paul Felder, son combat contre Dustin Poirier prouve qu'il est capable vraiment de rester dans un combat difficile et de rester Mhm. dangereux dans un combat difficile. Donc moi, j'avoue que je suis un peu surpris. Est-ce que toi, ben justement, tu me dis que tu es aussi surpris. Oui. Quelles sont les armes dans ce combat pour Dan Hooker et quelle devrait être la stratégie pour Islam Makhachev? On y reviendra, qui pour moi n'est pas du tout comparable à Khabib Nurmagomedov. Bah, je pense que Dan Hooker, une de ses armes qui va être la plus utile, ça va être l'utilisation de son allonge, mais ça va être son surprise et surtout de son jab. Mhm. Euh, On est en garde ouverte, hein, ja- par contre. Peut-être important de le souligner. ouais, mais je pense quand même qu'il pourra quand même l'utiliser avec pas mal de trucs. Et puis alors sur sa stratégie, ça va être, je pense il peut vraiment être dangereux, notamment avec ses genoux, quoi, ses genoux remontants. Et c'est des armes qui, pour moi, me semblent peu utilisées dans, dans, dans- chez les combattants russes, tchétchènes, dans leur club, etc. Et beaucoup plus avec un Dan Hooker qui s'entraîne en Thaïlande et qui a Mhm. montré, c'est pas, c'est des genoux un petit peu type uppercut comme ça. Donc Ouais. le corps bouge pas, mais il y a juste le genou qui apparaît et qui vient percuter. Donc ce genre de frappe, pour moi, bah, après il le sait, hein, ça fait partie de ses armes favorites et il cherche à les placer. Et je pense que contre Michael Chandler, ça faisait partie un petit peu de ses stratégies de pouvoir utiliser ses genoux. Il n'a pas eu le temps. Donc voilà, moi je pense que ça va être plutôt sur ce plan-là. Sur la question de la gaz ouverte, je pense pas que tout ce qui va être
l'utilisation des kicks, genre low kick, middle high kick, tu vois, le classique 3 niveaux. Je suis pas sûr que ça soit, je sais pas, très fonctionnel. Je pense qu'il va falloir plutôt piquer, piquer, sortir, piquer, piquer, quand ça rentre, genou, etc. Ça, ce serait ma première lecture, hein. Oui, je m'aligne à toi. C'est un peu ennuyant. C'est bien aussi quand on n'est pas d'accord. Mais bon, là, on est d'accord. Je pense que c'est plutôt Makhachev qui risque d'utiliser ses kicks sur 3 niveaux parce que Oui. Makhachev est quelqu'un qui impose une distance qui est clairement kicking range, voire un peu plus loin que le kicking range. Il impose un volume de jeu qui est extrêmement faible. Il se fait très, très peu toucher et il utilise des armes très longues, majoritairement en single attack. On va rarement voir un Makhachev combiné debout. Et à l'inverse, je trouve que cette garde ouverte annule un peu les deux grosses armes de Dan Hooker, parce que Dan Hooker, sur ses low kicks, il vise plutôt le calf kick, et donc en garde ouverte, enfin, voilà, on va demander à Chris Weidman, mais c'est peut-être pas une bonne idée de les envoyer. Et son jab, mais bon, son jab en garde ouverte, je le vois plutôt passer. Par contre, un truc que j'apprécie beaucoup chez Dan Hooker, qu'on voit de plus en plus, c'est que il envoie ses jabs et ses directs sans vraiment exposer ses hanches. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Ouais, où il ouais. ne bouge pas du tout son corps dans son direct, c'est vraiment juste, il vient piquer, c'est vraiment Ouais. ça le mot. Et je pense que dans ce combat-ci, ça peut être une arme très intéressante pour lui, dans le sens où sa distance d'anglais, c'est la distance de kick de Makhachev. Et je peux facilement voir un bon timing un direct piquant sur un middle kick et ça déstabilise ou ce genre de choses. Donc effectivement, je pense que évidemment, tant que c'est debout, je pense qu'il n'y a pas de surprise. C'est relativement serré, voire même à l'avantage de Dan Hooker. La difficulté pour un striker comme Dan Hooker de rencontrer un si bon grappleur que Makhachev, c'est est-ce que tu envoies du volume de peur de te faire amener au sol parce que tu t'exposes à des takedowns réactifs? Donc, il y a un peu cette question qui m'amène peut-être au point le plus important de ce combat, c'est la pression. Qui met la pression? À qui servirait le plus la pression? Parce que Dan Hooker ne me semble pas être quelqu'un qui, s'il se fait amener au sol à l'ouvert, il m'a jamais montré des capacités à se relever de cette position. En Non, général, quand il se fait amener au sol effectivement. à l'ouvert, il reste au sol le reste du round. Mm. Contre la cage, City Kickboxing, ils ont déjà un meilleur système défensif de Mm. défendre à la cage, se relever quand on est contre la cage. On le voit notamment avec Israël Adesanya. Donc, est-ce que c'est dans l'intérêt de Dan Mm. Hooker de ne pas spécialement mettre la pression, de se mettre lui-même dos à la cage, ou est-ce que c'est plutôt dans son intérêt justement de mettre une pression contre Islam Makhachev pour pas l'autoriser à être à sa distance favorite en pied-point qui est juste en dehors du kicking range? Mm. Voilà, ça, c'est un peu la question que je me pose aussi, ouais. Effectivement, entre les deux choix. Je t'avoue que ça, pour moi, je le vois personnellement plus euh, boxer un peu en reculant, laisser Makhachev mettre de la pression, et notamment pour pouvoir contrer avec des genoux, tu vois, en reculant, donc pour aller chercher la collision. Et, et puis bah, effectivement, d'avoir l'aide de la cage pour pouvoir se relever, parce qu'à l'ouvert, je pense qu'il va plutôt tirer la garde, et alors là, ce sera le début de la cata, je pense, tu vois, enfin. Il a une très bonne guillotine, mais je crois que comme Poirier contre Khabib, c'est pas une bonne idée, ou Non, comme il faut, Michael Johnson contre Khabib, c'est pas une bonne idée. il faut absolument pas parier là-dessus. Ça, c'est. À 20 secondes de la fin, peut-être, d'un round. Mais Ouais, on l'a vu. Non, je pense que c'est pas forcément la meilleure option. Non, je pense que les boxer en reculé sera peut-être sa meilleure stratégie. Et s'il commence à toucher, à s'imposer en volume, de pouvoir, on va dire, de manière euh, progressive et sécure, commencer à mettre de la pression, mais en étant toujours prêt un peu à désengager, quoi. Tu ouais. vois, et pas chercher une sorte de combat de pression, celui qui va en mettre le plus. De toute façon, je ne suis pas sûr que s'il y a une sorte d'affrontement dès le départ pour savoir qui a imposé la pression, il a jamais montré, enfin, il a toujours montré qu'il acceptait de boxer en reculant, tu vois. Ouais, ouais, je suis assez d'accord parce qu'on l'a déjà vu mettre la pression, hein, plusieurs fois dans différents combats, notamment.
contre comment il s'appelle Russ Pearson, il a bien mis la pression, James Vick. Et justement, contre Paul Felder, c'est un peu ça. Il est venu pour mettre de la pression. Finalement, il a accepté de combattre Mhm. à reculons. Donc, j'ai l'impression que dans ce combat, au final, ça va arranger les deux que Makhachev Mhm. prenne le centre. Dans le Oui, sens je où pense. Makhachev, pour moi, la seule difficulté, enfin, la vraie difficulté que je vois dans ce combat pour lui, c'est d'être face à une distance à laquelle il n'est pas habitué, puisqu'il va devoir être légèrement plus loin que ce qu'il a l'habitude Mhm. d'être par rapport à ses adversaires. Mais qui dit plus loin, 10 centimètres plus loin, pour shooter, pour avoir le bon timing sur les shoots, ça rend le tout plus compliqué. C'est Mhm. un léger trajet supplémentaire à faire, mais qui laisse un temps de réaction supplémentaire pour l'adversaire pour réagir. Et quand on voit effectivement ces armes avec ses genoux montants sans exposer ses hanches de nouveau de Dan Hooker, ça risque de jouer dans la tête Ouais, de Makhachev. tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, je pense que ça peut être un combat qui devient assez problématique pour lui, hein, pour Mhm. Makhachev, hein, sur tous ces éléments-là. Donc c'est pour ça que pour moi, ça reste un combat, même si les cotes de Paris sont énormes, que je trouve assez intriguant euh, et qui m'intéresse notamment sur peut-être la possibilité de voir ce genre de dynamique se mettre en place, quoi. Et tout à fait. En Euh, fait, c'est un combat qui est un peu ennuyant à parier parce que si tu te gourres, on va te lyncher parce que d'office, celui qui gagne va dominer. J'ai pas l'impression qu'on va finir ce combat sur une split decision. J'ai l'impression qu'après 30 secondes, on va directement voir qui va dominer les échanges et qui va dominer le combat. ouais, je sais pas. On pourrait avoir une décision un peu partagée avec un plus sur le plan où on a vu qu'on est sur deux styles complètement différents, avec un qui domine plus en striking Mhm. et l'autre qui va dominer plus toute la partie grappling et frappe au sol, tu vois, et avoir un combat un peu équilibré comme ça sur les deux secteurs. Ouais. Mais Non, en fait, je disais ça parce que j'ai vraiment l'impression que soit on va avoir un Makhachev qui va rentrer et qui va être perdu parce que pas l'habitude de cette distance pour ses shoots et du coup il va rester en pied-point et il va se faire dominer crescendo en pied-point avec un Dan Hooker qui prend confiance en son style de plus en plus. oui, Soit on va avoir un Makhachev un peu habituel qui sur son premier shoot réussit son takedown et du coup il le fait 3 fois en début oui, de tout à round fait. et il contrôle tout dès le début de round et du coup on se dirigerait vers une décision assez large en son avantage. C'est, je dirais que j'ai l'impression qu'on va vers ça parce que là on a beaucoup communiqué sur les armes de Dan Hooker Mhm. et les risques par rapport à Makhachev, mais au final mon pronostic reste quand même une décision pour Makhachev en dominant les échanges en grappling sans trop se faire inquiéter debout, puisque comme je l'ai dit au début, statistiquement, je pense que c'est celui qui se fait le moins toucher par minute en pied-point Mhm. de Bah, je l'histoire de pense que l'UFC. je pense que sur comment dire ça? Oui, sur l'issue du combat, je pense on est à peu près d'accord. Je pense que la cote de Paris, elle nous dit, bon, bah, franchement, ça reste intéressant, on va dire, de parier dessus, parce que c'est pas aussi blanc et noir, quoi. Ouais. Il y a quand même une inconnue, enfin, cet inconnu-là qui est à prendre en compte. Euh, Effectivement, sur le plan, je pense que en lutte, Makhachev va être au-dessus, et que ce soit en contrôle à la cage, que ce soit sur pas mal de domaines. Je ne pense pas, je ne le vois pas forcément finaliser Dan Hooker. Je pense que Mm. Dan Hooker est quand même assez euh, un background plus de grappling, tu vois, donc il va peu chercher à se relever à tout prix, à se mettre en danger. Il va plutôt tirer la garde, assurer la fin de son round et tout, quitte à perdre son round. Mhm. Mais ça serait, ouais, je pense que ça serait la logique qui est de ce combat, ouais, Ouais. clairement. Ok, bah là-dessus on est d'accord. Et je vais juste terminer le point parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Enfin, moi, à chaque fois qu'on compare Makhachev et Khabib, je suis un peu mal à l'aise parce que je trouve que c'est deux styles complètement différents. Je ne vais pas dire qu'il y en a un meilleur ou l'autre, mais c'est tellement différent dans le sens où Makhachev debout est beaucoup plus technique. Ça, on peut s'accorder là-dessus. Il est Mhm. plus propre que Khabib, peut-être un peu moins dangereux parce qu'il va moins utiliser des frappes poignantes et qui visent le finish. Par contre, au sol, j'ai l'impression qu'il a quand même autant, il est peut-être plus technique, mais il est Ouais. beaucoup moins, il étouffe beaucoup moins.
beaucoup moins de volume, beaucoup moins de pression. Ouais, moi je suis pas du tout. Effectivement, on entend régulièrement des gens qui disent que c'est une version améliorée, etc. de Nurmagomedov avec du striking. Moi, je ne trouve pas du tout que ce soit une version améliorée. Je trouve que c'est au contraire. Tu vois, dans certains mélanges comme ça, eh bien, le problème, c'est que tu t'as pas genre les avantages de l'un et les avantages de l'autre. Tu vois, tu peux avoir les inconvénients de l'un et les inconvénients de l'autre, entre guillemets. Et, et par exemple, à Nurmagomedov, on va critiquer un petit peu son striking, mais en fait, sa lutte est tellement excellente, même si elle paraît moins technique dans les positionnements, elle l'est dans, dans, dans les placements, etc. Sa technique est assez incroyable. Mais ouais, j'ai plus l'impression que Nurmagomedov est quand même bien plus talentueux, bien meilleur. S'ils devaient s'affronter tous les deux, je vois Nurmagomedov s'imposer sans grande difficulté. Et, et je pense que des fois, ça peut être un risque d'être un peu. On veut être bon partout, tu vois. Ouais. Et en fait, on est moyen partout. Ouais. Et plutôt que de choisir d'être très bon dans un domaine bon, et un peu bon, enfin, bof dans un autre, Suffisant, et ouais, suffisant. mettre l'adversaire dans son domaine où on est très bon, eh bien, on veut être bon partout, on est moyen partout, et au final, on se fait avoir. Par quelqu'un qui sait accéder à son niveau dans lequel lui excelle et toi tu es Voilà, moyen. voilà. Donc Makachev, je pense que c'est un très bon combattant qui va être dans le top 5 pendant pas mal de temps. Je vais pas m'aventurer, mais je sais pas s'il a ce mindset de champion, tu vois. Je sais pas Mhm. s'il arrivera à passer plus loin dans. Ouais, parce qu'en plus, il est dans une division quand même très compliquée, hein. Je veux dire, Ouais, avec le départ de Khabib, on reste quand même dans la division potentiellement enfin, peut-être pas la plus compliquée, mais parmi les plus compliquées dans le ouais, top je 5, pense, quoi, hein. hein. Gatch, Chandler, c'est pas des cadeaux pour lui. Non, 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 Dustin du tout. Poirier non plus et Charles Oliveira non plus. Donc, c'est vraiment que des combats Mm. très compliqués. Et puis, même son ancien adversaire, Tsaroukian, qui va revenir en force. Grégor Gillespie aussi qui commence à monter. Donc, on a une division dans laquelle il aura beaucoup de challenges. Et je crois que même s'il atteint la ceinture à un moment, j'ai pas l'impression que dans les années qui arrivent, on aura un champion aussi dominant qu'on a eu avec. Ouais, voilà. C'est vraiment cet aspect-là, plus le côté un peu dominant, genre il est tout en haut du classement. Je pense que ça va être un top 5 qui va bouger, Mhm. etc. Et où tous les combats vont être très, très chouettes, sûrement très serrés, et avec des cotes de paris qui vont être ouais, très serrés aussi, tu vois, sur le top 5. Mais, euh, mais clairement, je le vois pas aussi dominant qu'un Nurmagomedov dans sa catégorie, quoi, tu vois. Clair. Ok, on va refaire une pub et puis on va passer à notre combat favori à tous les deux. Ok, on est de retour. Alors, ta division, Ouais, on pourrait faire un vrai argument pour dire que c'est la division la plus talentueuse actuellement à l'UFC. En tout cas, moi, je pense qu'il y a vraiment un argument. C'est pas le débat aujourd'hui, mais en tout cas, elle fait partie clairement des divisions les plus attractives en termes de talent. Et là, pour moi, on a probablement les deux parmi les trois meilleurs combattants de la division qui se rencontrent. Donc, on a Piotr Jan contre Cory Sandhagen qui se rencontrent. Et pour moi, le troisième nom n'est pas le champion, mais TJ Dillashaw qui nous a offert un magnifique combat contre Cory Sandhagen, justement, dernièrement. Donc là, on a un très, très beau combat en 5 rounds pour la ceinture intérim. Celui qui gagne obtient un rematch contre Sterling, a priori. Puis on a TJ Dillashaw qui va rentrer dans la discussion. Et mhm, si je ne me trompe pas, il y a Rob Font qui a annoncé aussi contre José Aldo. Et le mhm. vainqueur refera partie de la discussion pour le titre. Donc, très grosse division, beaucoup d'enjeux. Et ici, on a un combat très intéressant. Ouais, C'est clairement. extrêmement intéressant. J'ai entendu quelqu'un dire, et ça m'a fait rire, ça m'y a fait penser. Je me suis dit, ben ouais, en fait, c'est un peu ça. On a une version ultra améliorée de Robbie Lawler contre Carlos Condit. Alors, je laisse un tout petit peu réfléchir tous ceux qui entendent la phrase maintenant, et je trouve qu'on est
Ouais, C'est une façon de dire qui est pas. Alors, juste pour dire, voilà, Carlos Condit contre Robbie Lawler, c'était un combat qui avait été complètement incroyable, un des plus beaux combats de l'histoire en MMA. Et je pense que s'il n'y a pas de finish, et je pense que voilà, ils sont tous les deux très durables, donc on pourrait se diriger vers une décision. Je pense que si on va vers une décision, il n'y a aucun risque que ce combat ne soit pas ultra palpitant et ultra agréable à regarder pour tous les fans, que ce soit les fans de violence ou les fans de stratégie. On peut-être va un peu moins pour les en fans de avoir pour notre violence. portefeuille. Peut-être un peu moins pour les fans de violence, hein. Ouais, Je pense avec... qu'on aura un combat qui sera peut-être très technique, très, très dynamique, avec beaucoup de spectacles, etc. Mais violence pure, tu vois, avec du sang, pas forcément, tu vois. Ouais, en fait, il faut définir l'interprétation de violence. Oui. Moi, quand je parle de violence, c'est vraiment un combat avec haut volume, beaucoup d'action, Ah oui, pas spécialement du sang ou pas oui, spécialement une guerre malpropre, bagarre de rue, mais plutôt vraiment, comme TJ dit le show contre Cory Sandhagen. Au oui, je final, je pense, considère oui. ça comme un combat qui va plaire aux fans de Mm, stratégie, mm, clairement, mm. mais les fans de violence ont vraiment kiffé ce combat Tout à fait, également. hein. Et ici, on se retrouve dans une dynamique de combat où j'ai du mal à voir pour quelles raisons ça se dirigerait vers un combat à faible volume de jeu ou avec très peu Oui, d'action. non, non, clairement. Euh, On alors, a deux ouais. combattants en plus qui sont très généreux généreux dans le sens sur le combat, hein. Donc ils viennent pas pour gagner des rounds en ayant frappé une fois de plus que leur adversaire. Donc on a des combattants qui sont là pour en découdre, pour donner tout ce qu'ils ont et pour faire du spectacle, etc. Et, euh, et donc à partir de là, ouais, clairement, ça va être, je pense, du gros volume de jeu. Je pense que c'est des combattants qui sont très très confiants sur leur cardio, Mhm. euh, confiants parce qu'ils ont on dirait qu'ils sont infinis, leur endurance est infinie. Mais donc ouais, donc là-dessus, je doute pas que ça va être assez incroyable pendant 25 minutes, quoi. Ouais, parce qu'on n'a pas besoin de conserver l'énergie, j'ai l'impression, dans ce combat. Et je trouve qu'on a une dynamique qui est vraiment intéressante dans le sens où Piotr Jan est probablement un des meilleurs combattants à pression du moment. C'est un Ouais. combattant qui comprend comment mettre de la pression, qui, malgré son déficit de taille en général dans ses combats, arrive à appliquer une pression sans se mettre trop en danger. Il arrive Mhm. à rester vraiment à ce range où ni lui ni son adversaire ne peut le toucher, mais c'est toujours lui qui va avancer. Il a pas mal de capacité à casser la distance, notamment avec des très beaux shifts. Mhm. Et de l'autre côté, on a un Cory Sandhagen qui est autant à l'aise à mettre la pression contre des combattants à pression. On l'avait vu contre Lineker dans son Mhm. 10e combat professionnel. Le gars, il rencontre Lineker et autant ses déplacements défensifs étaient exceptionnels, autant réussir à mettre de la pression sur Lineker, c'était assez fou. Mhm. Autant Tout il à est fait. capable de très très bien combattre à reculons, comme on l'a vu contre TJ Dillashaw, où il a complètement laissé TJ prendre le lead sur l'espace, la gestion de l'espace. Et au final, enfin, moi, je l'ai vu vainqueur 48-47. Dans tous les cas, c'était un combat très très serré. Euh, quelles sont les armes de l'un et de l'autre qu'il faudrait mettre en avant? Parce que je pense qu'ils ont tous les deux montré quand même des lacunes, malgré tout, des ouvertures dans leur combat précédent. Quelles sont les armes de l'adversaire qui peuvent justement chercher les ouvertures et les lacunes qu'ils ont l'un comme l'autre? Alors, bon, les armes de Peterian, comme tu l'as dit, hein, ça va être sa capacité à mettre une vraie pression, à avoir une véritable combativité, un gros volume de jeu, d'être concentré du début à la fin et d'être bon relativement partout, que ce soit pour mettre au sol, pour pouvoir défendre. Enfin voilà, il a tout d'un combattant très très complet. Je pense par contre, la question moi sur laquelle je me pose, c'est au niveau de ses lacunes, ça va être son déficit de taille vis-à-vis de Cory Sandhagen, hein. Son déficit de taille face à un adversaire qui a montré que il savait très très bien l'utiliser à son avantage, grâce à ses genoux sautés, grâce à l'utilisation de ses jabs, de ses frappes longues, de ses kicks, enfin tout. Et euh, l'autre lacune que je vois chez Peter Yan, c'est euh, son manque de compétitivité ces dernières années. Je sais pas si je pense pas qu'il ait combattu
du aussi haut niveau que Cory Sandhagen ces derniers temps. Mhm. Tu vois. Ouais. Je pense que le combat donc de José Aldo, alors qu'il venait de descendre dans la catégorie de Uriah Faber, de même son combat pour la ceinture Aljamain Sterling, pour moi, c'est pas ce qu'a vécu Cory Sandhagen, et je pense que par contre, Cory Sandhagen a réellement bénéficié entre guillemets de ses combats et de ses défaites, Mhm. et je le vois arriver avec cet avantage-là. Ouais. C'est-à-dire, il faut être dedans, il faut être très très concentré, etc. J'ai l'impression que par exemple Peter Yan est en train de repenser encore à Aljamain Sterling, etc. Tu vois, qui est pas très. Donc voilà. Après, je vais pas spéculer, mais je suis beaucoup plus impressionné par Cory Sandhagen entre guillemets que par Peter Yan dans ses prestations, Mhm. et notamment celle qu'il a fait contre Dillashaw, tu vois, qui effectivement, moi j'étais sur un 48-47, je le voyais prendre ce combat-là. Bon, après, oui, pas non plus scandaleux entre guillemets. Non, c'est pas un scandale. Non, non, du tout. Alors, hormis ce truc-là, si on parle purement combat, je pense quand même que Peter Yan doit, euh, doit incorporer de la lutte et du sol dans sa stratégie. Et c'est là où j'ai peur qu'il ne le fasse pas, tu vois, Ouais. dans le sens où j'ai peur qu'il arrive en se disant ouais, ça va le faire et tout, je vais lui péter sa tronche. Et j'ai un petit peu peur que ça soit là où ça pourrait être problématique. Et puis bah, pour Cory Sandhagen, je pense que bah, voilà, il va garder sa distance, boxer, genoux, sauter, prendre s'il y a la moindre opportunité, hein, c'est un opportuniste, hein, et prendre l'opportunité, travailler ses feintes, tous ses trucs, son volume, prendre ses rounds, pas s'arrêter, et puis ça va être, je pense, sa grande force. Voilà. Ouais, je te rejoins sur la plupart des points. Clairement, moi, il y a deux grosses lacunes que j'ai relevées enfin, on va dire trois même, que j'ai relevées chez Peter Yan. Offensivement, il est très, très dangereux. Ça, c'est clair et Mm, net. Il n'y a pas beaucoup de. En fait, je vois aucune lacune chez lui du point de vue offensif. Le fait qu'il arrive à mettre la pression et un peu étouffer ses adversaires par son côté sibérien tueur, il est mm, pas là pour combattre, il est là pour tuer quelqu'un. Ça annélit automatiquement le jeu de ses adversaires. Mais quand on a un adversaire face à lui qui est présent pour attaquer aussi, on voit quand même des larges ouvertures. Les low kicks, il a très très peu de réactions défensives, il les encaisse facilement. mm, José Aldo a capitalisé dessus, Jimmy Rivera a capitalisé dessus, même Aljamain Sterling, il se fait dominer chaque round, mais dans chaque round, il a des moments où il capitalise sur des mm, ouvertures. mm, mm. Et sa garde haute, qui est extraordinaire pour défendre les frappes à la tête, laisse quand même beaucoup d'ouverture sur les frappes au corps. Et Mm. Sandhagen a de très très beaux body shots. Ouais, tout à fait, Et le dernier point, clairement. c'est Sterling a placé deux, voire trois coups de genoux sautés à Peter Yan. Il les a encaissés, mais les genoux de Ouais. Sterling ne sont pas les genoux de Cory Sandhagen. Donc, Et le striking de Sterling n'est pas celui de Sandhagen, clairement. clairement. Et donc là, je vois trois gros avantages pour Sandhagen. Par contre, de l'autre côté, je pense qu'on a un Peter Yan qui est très capable dans la gestion de distance et qui va être totalement conscient qu'il y a toute une zone de distance à laquelle il ne devra pas être. C'est la zone de distance à jab allongé et kick de Sandhagen où lui, c'est pas le toucher. Peter Yan a des très bonnes réactions sur les kicks de ses adversaires. Il a des très bons catch and foot sweep. Enfin, il attrape le kick et il foot sweep l'autre. Et alors, un point qu'on oublie souvent d'aborder quand on parle de Piotr Jan, c'est son clinch, qui est un des clinches les plus dangereux, je pense, de la division, voire même de toutes les divisions à l'UFC. Il a un très très bon jeu là. Et face à quelqu'un d'aussi grand que Sandhagen, je pense que c'est dans son intérêt, comme tu dis, de peut-être aller chercher la lutte. Mais l'amener au sol n'est pas obligatoire. Le clinch pourrait suffire contre Sandhagen. Maintenant, la grosse lacune de Sandhagen, c'est d'avoir tellement confiance en son jeu au sol et son jeu sur le dos qui défend Mm. pas spécialement à tout prix les amener au sol. C'est un de ces gars qui, quand il y a un échange en lutte, il est plus là à dire, tu sais quoi, je vais accepter le scramble pour essayer de prendre une position dominante. Mais Piotr Yan est fort dans le contrôle en lutte et donc il pourrait facilement prendre des positions, je pense. Ouais, ouais, ouais.
Ouais, c'est pour ça que moi je pense là sur le truc, stratégiquement, Peter a vraiment intérêt à travailler en pression, chercher à casser la distance, pas hésiter à aller au clinch, comme tu dis. Euh, je le vois sans trop de difficulté pour un mettre au sol et contrôler. Et je pense que c'est en tout cas stratégiquement, ça devrait être un petit peu sur quoi il devrait se baser sur ses premiers rounds, histoire de bien fatiguer les déplacements après de Cory Sandhagen et et capitaliser sur une anglaise un petit peu plus crisp ensuite, tu vois, remonter en volume en anglaise après et trouver des ouvertures. Moi, c'est donc je vois quand même Peter Yan favori hein, sur ce combat-là. Hein. Il l'est, hein, Je, il l'est. je le vois favori. Je vois Sandhagen avoir toutes ses chances de pouvoir prendre cette ceinture. Et je lui souhaite parce que c'est un incroyable athlète, tu vois. Mais je pense qu'il a des armes qui sont pas moins puissantes, mais qui ont un potentiel de réussite moins importante, tu vois, Mhm. que de la lutte. Ouais. Miser sur un coup de genou sauté qui met KO ou miser sur euh, un jeu de takedown, bah, en règle générale, la probabilité de réussite sur le takedown va être plus importante, tu vois. Même principe que Makhachev ou Cœur en Exactement, France. exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Donc on est plus sur cet aspect-là. Ouais, moi je pense que, en fait, bizarrement, moi je m'accorde avec les codes de Paris. Donc on a un Piotr Jan à moins 235 et un Cory Sandhagen à plus 190. C'est peut-être un peu sévère quand même. Je verrais ça peut-être plus serré. Mais Bon, ça, autant je conçois totalement que Piotr Jan soit favori, autant j'ai un feeling que Cory Sandhagen l'emporte. Je crois qu'ils sont tous les deux durables, donc j'ai l'impression qu'on se dirige vers une décision. Moi, j'ai mhm, l'impression que Piotr Jan a quand même ce besoin, comme beaucoup, hein, beaucoup de combattants, surtout de haut niveau, a quand même ce besoin de s'installer dans le combat, de comprendre le rythme et la distance de son adversaire avant de commencer à vraiment installer son jeu. Et j'ai l'impression que face à un Cory Sandhagen, c'est difficile de comprendre comment il bouge, de comprendre comment il attaque, de jauger s'il feinte ou s'il attaque, de jauger s'il attaque en single attack ou s'il combine, etc. Donc j'ai l'impression que Cory Sandhagen va s'installer très rapidement dans le combat, dominer les premiers échanges et que mhm. Piotr Jan risque de s'installer trop tard. Donc j'ai l'impression qu'on se dirige vers 1, 2, 3 Sandhagen, 4, 5 Piotr Jan. Ouais. Bon, c'est un rythme très précis, mais j'ai ce feeling. Ouais, ouais, ça c'est une lecture qui est assez intéressante, tout à fait. Et donc, Mais toi, ton pronostic? bah, moi, je pense clairement que ça pourrait être ce scénario-là, mais parce que Peter Yan n'aura pas réellement incorporé dans sa stratégie de mise au sol, de clinch, etc. Tu vois. Mhm. Je pense que je pense que s'il mise tout, et je le vois plutôt miser tout sur son striking, parce que je pense qu'il est très confiant sur son striking, et je pense que ça pourrait être une erreur de sa part, tu vois. D'autant plus que Piotr Jan ne me paraît pas être quelqu'un qui arrive avec des game plans. Je me trompe peut-être, mais j'ai pas pour souvenir de me dire. C'est quelqu'un qui s'adapte très bien. Je trouve qu'en combat, il s'adapte extrêmement bien. Je viens de faire une vidéo que j'ai Tout à fait. publiée ce midi, où il s'adapte très bien au body shot de José Aldo. Mais j'ai pas l'impression qu'il arrive dans le combat avec une stratégie particulière par rapport au profil qu'il a en face de lui. Mm, mm. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, moi mon pronostic final hein, parce qu'il y a c'est toujours beaucoup de spéculation, tu vois, Toujours des questionnements, des inquiétudes. Est-ce qu'il va faire ci, est-ce qu'il va faire ça? des Euh, inconnus, hein, est-ce qu'il a des bien inconnus, dormi? hein. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Je vois mon pronostic, on va dire très très sécure, hein, c'est de voir Peter Yan s'imposer à la décision, Ouais. clairement. Ok, bah, on a enfin Ça un c'est pronostic mon qui est voilà. clair. Très sécure, hein. Mon pronostic de cœur, c'est de voir Corey Sandhagen l'emporter à la décision. Ou par KO, ça sera incroyable, mais j'y crois beaucoup moins. Je le vois bien mettre un knockdown ou quelque chose de vraiment mettre en danger Peter Yan, tu vois. Mais ça serait mon pronostic de cœur. Je le verrais bien prendre ses rounds
éviter tout ce qui est mise au sol, etc. Et puis l'emporter en étant assez évasif comme ça, et toucher, et remettre des frappes, et envoyer et impressionner les juges, tu vois. Ouais. Voilà. Top. Eh ben, on va faire une dernière pub et on va passer au main event. Alors, le main event qui, au final, est, on va dire, moins excitant que le co-main event, selon moi, mais qui a. Moi, personnellement, je suis ultra content que ce combat ait lieu. J'ai eu peur qu'il nous file entre les doigts quand ils ont annoncé Blachowicz contre Israël Adesanya, puisque je trouve que Glover Teixeira, non seulement est quelqu'un de méritant, mais le matching entre Teixeira et Blachowicz est assez intéressant. Alors, il y a une probabilité que le combat soit un peu chiant, comme on a pu le voir entre Jan Blachowicz et Jacare Souza, par exemple. Mais il y a une probabilité aussi où leur style est complémentaire et nous offrira un assez beau combat dans le sens où Teixeira se fait sonner à chaque premier round. Donc ça, c'est fun. Il y a toujours un peu d'action dans le premier round et il se fait jamais finaliser et puis il revient dans le combat. Non, maintenant, plus sérieusement, je trouve que Teixeira est quelqu'un qui initie beaucoup, qui essaie de mettre pas mal de volume dès le début. Et au final, Blachowicz est quelqu'un qui est un peu plus dans l'attente. Ouais, Mhm. c'est plus un contreur, mais il a vraiment compris que si tu n'es que un contreur, à un moment, tu vas te faire avoir. On prend l'exemple de Derrick Lewis, voilà, c'est que un contreur, et du coup, quand tu as un Cyril Gane face à lui, ben, il le surdomine sans problème. Et Mhm. donc, on a quand même un Blachowicz qui, au-delà du fait que c'est un très bon contreur, est allé chercher quelques stratégies d'initiation qui sont intéressantes. Il a un bon jab, et il a Mhm. des blitz avec un très bon timing pour de temps en temps changer la dynamique de son style. Et je trouve ça assez intéressant. Donc Mhm. voilà, toi, tu m'avais dit avant la vidéo que c'était le combat où tu connais peut-être le moins ces deux athlètes, mais est-ce que tu as quand même une lecture à nous proposer? Bah, ouais, c'est vraiment, c'est les catégories que je regarde peu. Moi, je t'avoue que c'est deux combattants, je pense, qui sont très stratégiques. Donc, je pense que ça va plaire vraiment aux fans de stratégie, fans d'anglaise, les angles, trouver les angles, qui va mettre qui va mettre qui dans le jeu dans son propre jeu, entre guillemets. Donc, je pense que ça va être très intéressant sur ce plan-là. Et Mhm. donc, à partir de là, je pense que c'est un combat à regarder. Euh, je vois un combat partir plus sur du striking. Mhm. Je, Si ça devait évoluer vers quelque chose autour de la lutte, etc., je pense que ça sera à l'initiative de Blachowicz, tu vois. Et parce que mais vraiment sur le plan purement stratégique, en fait. Donc on a deux combattants qui savent que voilà, même si ils ont à peu près le même âge, ça fait bien longtemps qu'ils ne parient plus ni sur leurs compétences physiques, ni sur leur vitesse, ni sur leur puissance, mais sur l'intelligence de combat, sur la stratégie, euh, sur les combinaisons, etc. Et, euh, et c'est payant, hein, ça l'a été, c'est pour ça ils sont à ce niveau-là. Et donc, pour moi, ça reste un combat super intéressant sur ce plan-là, en tout cas pour tout pratiquant, tout fan de MMA, mais surtout aussi tout pratiquant de voir, parce que si t'as un corps de jeune et un cerveau de vieux comme eux, t'es le roi du monde, tu vois ce que je veux dire. Clair, c'est clair. Donc voilà, donc j'ai pas réellement de pronostic, je vois quand même Blachowicz être mieux armé, entre Mhm. guillemets, mieux armé que Texera. Et, euh, et je le vois quand même s'imposer. Ouais, je le vois s'imposer sans trop de difficultés, peut-être pas, mais voilà. Comme l'indiquent les codes de Paris, moins 300 pour le champion, plus 235 pour Glover. Ouais. Euh, ouais, moi j'ai bien aimé ce que tu as souligné, parce que c'était clairement une phrase que je voulais dire, c'est que effectivement, c'est ni l'un ni l'autre ne mise sur son athlétisme, sur ses Mhm. capacités d'explosivité ou quoi que ce soit, parce que leur prime athlétique est clairement derrière eux. On a un Glover Teixeira, je trouve, qui joue limite presque là-dessus, où il se fait souvent sonner, hein. Je pense que sur ses 6 derniers combats, il s'est fait sonner 5 fois, où on était à ça de l'arrêt de l'arbitre. Et au Mhm. final, ça lui sert parce qu'il a une vraie durabilité. Et dès que son adversaire a essayé de le finaliser en vain, ben, il commence à fatiguer et les niveaux athlétiques
Ce s'équilibre rééquilibre, et ouais. c'est là où lui, il peut imposer son expérience et principalement son grappling, qui est quand même de très très haut niveau. Il a une pression au sol qui est assez incroyable. Blachowicz, je trouve que lui, par contre, il a peut-être quand même un tout petit peu plus cette vitesse encore que Oui, bien sûr. Teixeira. Il sait encore tenir tête à des plus jeunes en termes d'athlétisme. Il a une vraie précision dans ses déplacements, une bonne compréhension un bon timing sur Et, ses attaques. Il sait et quand attaquer. une maturité musculaire. Excuse-moi. Pas de problème. Il a une maturité musculaire aussi qui fait que il est extrêmement puissant, hein. Ouf, oui, il est très puissant et il a vraiment ce côté où il arrive, enfin, de son expérience ou de son intelligence, il arrive à savoir quand attaquer et quand ne pas attaquer. Il se fait Mm. très peu contrer quand il attaque. Il attaque souvent quand l'autre n'est pas en position de le contrer. Il a un peu cette lecture de jeu. Et je trouve que c'est quand même quelqu'un qui a évolué. Je pense que c'est rare d'avoir des combattants qui ont autant évolué que Jan Blachowicz. Je crois qu'il y avait mince, j'ai fermé sa page, mais je crois qu'il y a un truc assez impressionnant dans son palmarès si je le reprends, et je crois que ça vaut la peine pour inspirer ceux qui sont en mauvaise passe dans leur carrière. Donc, Blachowicz a signé à l'UFC en 2014. Il a gagné contre Ilir Latifi. Ensuite, il a perdu 2 combats. Il en a gagné un. Il a de nouveau perdu 2 combats. Donc, il était à 2-4 en début de carrière. Et depuis, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 victoires pour une défaite. Donc le gars Ah commence à ouais, 2-4 à l'UFC et il passe à 9-1. Donc il a vraiment eu plusieurs revirements de ah, incroyable, carrière. hein. Mm. Techniquement, il s'est amélioré comme on a rarement vu. Et, euh, et oui, je trouve qu'il a une très bonne lecture du jeu. Il a un côté très intelligent à son approche. Moi, le seul read que j'ai différent de toi, c'est que j'ai l'impression que s'il y a du grappling, ce sera initié par Glover Teixeira. Mhm. J'ai l'impression que debout, je donnerais un avantage considérable, on va dire, à Blachowicz. Au sol, je donne un léger avantage à Texera. Euh, sur, euh, sur la mise au sol, moi je le vois plus, par exemple, partir sur du blitz, arracher les jambes, faire tomber, chercher les frappes, mais pas engagé en grappling, tu vois. Pas forcément autorisé à ce que Texera tire une garde ou Mhm. aille saisir quoi que ce soit, tu vois. Mhm. Je le vois plus voilà, chercher, faire tomber, mettre en danger le fait de, de, de pouvoir aller chercher les jambes, Mhm. mais vraiment sur du travail de grand end pound et de mise à distance, tu vois. Ouais. C'est plus dans cet esprit-là que je verrais l'utiliser. Je vois difficilement, après je peux peut-être me tromper, mais Glover Texera parier sur du grappling, tu vois. Ouais, bah, c'est vrai que Glover, en En, général, en offensif, tu vois. ouais, oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que Glover, il gagne beaucoup au sol, mais c'est souvent, comme tu le dis, à l'initiation de l'adversaire. Et puis c'est lui qui va plutôt partir sur un sweep une fois que c'est au sol, ou simplement renverser dans un scramble un peu lent mais efficace, comme on l'a vu Ouais. contre Anthony Smith avant son finish. Mhm. Mais effectivement, ils ont tous les deux ce côté un peu. En fait, je pense que si ça va au sol, c'est aussi simple que ça. Celui qui a le top control aura un large avantage parce qu'ils ont tous les Oui. deux un style très étouffant et très Mm. efficace. Ils ont cette capacité de maintenir une position et de rester dangereux dans cette position sans laisser d'ouverture à l'autre pour se relever. Ouais, donc c'est pour ça que je vois plus Blakovic mettre au sol, frapper, rester à distance, respecter le jiu-jitsu de Texera. Ouais, Mais je vois plus difficilement Texera aller à l'initiative de mettre au sol pour soumettre. ouais, ouais, c'est C- c'est un peu ça. Ouais. ça pourrait être une stratégie, mais je me demande si, tu vois, c'est des paris qui sont risqués. Si ça fonctionne pas, si en lutte, Blakovic est beaucoup trop fort pour, en défense de lutte. Tu peux avoir un Glover Texera qui s'épuise, tu vois, sur les mises au sol et puis après qui peut plus boxer, donc il perd aussi une de ses armes, tu vois. Donc Mais c'est pour ça que je jouerais plus dans cet esprit-là, quoi. et c'est là où le combat chiant pourrait arriver. C'est si on en a un qui veut amener au sol et que ça s'annule et qu'on ait un combat au clinch à la cage qui sont un peu à faible volume. Je pense que Mm. Blachowicz a une très très bonne sortie de clinch. On l'a vu Ouais. notamment contre Okold. Mais par contre, au clinch, de part et d'autre, il y a un manque d'activité. Glover Teixeira a peut-être un bon dirty boxing, mais ça risque si ça va trop au clinch à la cage, j'ai l'impression que les niveaux vont tellement Ouais.
que ça va être très inactif. Donc ça, Mmh. c'est le petit bémol éventuel de ce combat qui pourrait décevoir alors qu'il y a beaucoup de potentiel pour un chouette combat. Ouais, tout à fait. Ok, ben on a fait le tour. Bah, super. Brian, merci pour ta présence et tes nombreux insights. C'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec toi parce que ça nous fait apprendre blindé. Bah, merci en tout cas pour l'invitation. Ça faisait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petits visio calls comme ça, d'analyse, etc. Parce qu'avant, je le faisais souvent là, pendant le confinement. Ouais. Et, euh, et c'est toujours un chouette moment que de le faire en plus avec toi. Donc voilà, et puis j'ai encore regardé ta vidéo, enfin j'ai pas encore terminé, mais encore un grand merci pour toutes les vidéos que tu fais d'analyse parce que elles sont toutes de très grande qualité et je les regarde à chaque fois en cuisinant. Ouais, my pleasure. J'espère que tu mets du temps à cuisiner parce qu'elles sont souvent longues. Ouais, pas mal. Ok, ben, juste donc dernier point, comment te suivre pour tous ceux qui sont intéressés de te suivre et honnêtement les gars, que vous soyez fan de MMA ou que vous aimez bien suivre des personnes intéressantes, foncez hein, parce que Brian, tout ce qu'il fait, c'est chouette à suivre. Ouais, c'est gentil. Bah, Euh, donc, sur Instagram, je pense que c'est le support où je suis le actif. plus actif. Donc sur Instagram, Brian Boulan MMA, je crois. Non, Brian Boulan sur Instagram. Brian Boulan, ouais. Juste Brian Boulan, ouais, c'est ça. Voilà. Je suis On veut passer de 3086 à 3600. Rien à à foutre après cette 4000. vidéo. 4000. Et oui, puis si vous voulez voir des petites vidéos de technique, je poste des vidéos de technique de temps en temps, des vidéos des petits highlights de sparring ou comment je prépare aussi mes combats sur ma diète, des trucs comme ça, tout ça en story. Voilà. Top. Hein. Top. Eh ben, Brian, merci. À très bientôt. On se voit de toute façon bientôt tous les deux et avec plaisir pour te réinviter pour ce genre de vidéo. Avec plaisir. Ciao, ciao Ciao, passe une bonne nuit. Ciao. également.